Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 13-14. Dans l'actualité ce dimanche, le déploiement de l'assurance maladie universelle au Togo, panier de soins, taux de cotisation. Le lancement est prévu pour janvier 2024. Le gouvernement accélère le processus à travers un certain nombre de projets. Le projet Sécu, en l'occurrence, mis en œuvre dans le pays depuis 2 ans. Nous en parlerons en début de ce journal. Nous nous intéresserons à la loi de finances rectificative 2023. Elle est projetée depuis vendredi à plus de 1975,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 0,9% par rapport à la loi de finances initiale. Qu'est-ce qui a motivé cette modification? Les explications tout à l'heure avec Carmel Madiakapo. Et retour dans ce journal sur la 8e édition du Forum Africa SME. Les travaux ont pris fin vendredi. Seule préoccupation, la consolidation de la croissance des PME sur le continent africain. Nous ferons le point dans quelques instants avec Didier Akwete, président d'Afrique CERT. Et quand le rêve devient réalité, c'est l'histoire de Toutouvi, artiste peintre et sérigraphe. Il a démarré sa passion il y a quelques années avec 0 francs. Aujourd'hui, il est patron de sa propre structure avec des apprentis. L'artiste vit tout simplement de son art, vous le verrez. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce JDD. La couverture sanitaire universelle devra être effective au Togo d'ici à 2030. Le gouvernement ambitionne de couvrir au moins 60% de la population à l'horizon 2025 au rang des initiatives du chef de l'État, Faure Issozi Mnagna-Singbe. Pour concrétiser cette ambition, le projet Sécu, lancé en octobre 2021, après 2 ans de mise en œuvre, le projet laisse déjà des traces sur le terrain. Reportage. Hôpital de référence Dr Lafié, une infrastructure de classe internationale réalisée par le chef de l'État Faure Issozi Mnagna-Singbe pour renforcer l'offre de services de santé au Togo. L'ouvrage fait partie depuis avril 2023 de la vingtaine d'institutions publiques de formation sanitaire que compte le pays. Sa mise en place répond à l'une des ambitions du chef de l'État, l'accès universel aux soins. L'ambition est fixée pour 2030 et pour la réaliser, le gouvernement multiplie les projets et programmes. Le projet Service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle Sécu en est un. Le projet mis en œuvre dans toutes les régions du Togo a pour objectif de fournir des soins et des services de santé essentiels aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables. À travers ce projet, le président de la République met en relief l'offre de services de santé et de nutrition de qualité, le rapprochement des établissements et des services de santé des ménages, le renforcement du régime national d'assurance maladie sociale, l'amélioration de l'intendance, de la surveillance et de la gestion, ainsi que l'intervention d'urgence. Dans la région des Savanes, Sécu a pris en compte plusieurs préfectures avec des résultats déjà jugés salutaires. En moins de 2 ans après son lancement, le projet a permis la rénovation des blocs de médecine et de maternité, des logements des personnels, des centres de soins, de 60 centres de santé de la région. La réalisation de ces travaux a coûté 4 milliards de francs CFA au gouvernement. Sécu, financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 milliards de francs CFA, devra permettre de réhabiliter ou de construire des infrastructures types dans toutes les régions du pays. Et sur le terrain, plusieurs chantiers sont en cours. Le système sanitaire du Togo se montre de plus en plus fiable et c'est grâce à la vision du président de la République, Faure Issozi Mnagna-Singbe. Un engagement salué en juillet dernier lors du forum Infrafor Africa. Le forum a noté positivement le niveau du système de santé du Togo qui est bonifié ces dernières années par un investissement conséquent. Autre initiative du chef de l'État, Faure Issozi Mnagna-Singbe, mais cette fois en faveur du monde agricole. Les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, elles sont nombreuses à être installées aujourd'hui dans toutes les régions du Togo. Les exploitants et bénéficiaires de ces superficies témoignent des retombées sur leur production. Les témoignages dans ce reportage signé Yuri Chamega. Sur des kilomètres à travers le territoire, s'étendent de vastes champs de maïs, du riz, du soja et de l'anacarde qui occupent de plus en plus de terres et voient leur espace s'agrandir.
Année après année, le secteur agricole togolais confirme son ambition d'une agriculture moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Telle reste la vision du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé, traduite dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, orientée vers une forte productivité afin d'assurer la sécurité alimentaire et permettre à l'agriculteur togolais de vivre de son métier. Illustration, les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, une grande opportunité offerte aux agriculteurs. Sur ce site à 237 hectares de Boto-Zévé, exploite 138 agriculteurs et réunis en 3 coopératives, parmi lesquelles 38 femmes. Depuis sa mise en place, le quotidien ici se voit en rose pour différentes cultures. Chez nous ici, on fait 2 saisons. Il y a grande saison et petite saison. Donc, grande saison, on faisait maïs en général. Et petite saison, il y a d'autres qui font coton. En état, on trouvait au moins 2 tonnes à l'état. Engrais nous a donné 71 tonnes. Petit maïs nous a donné 666 litres. Une politique agricole en pleine expansion au profit des ZAP dites d'excellence. La ZAP rizicole d'Agougadja, qui s'étend sur 106 hectares, n'en est pas exemptée. Encore moins celle de Diabokou dans le Dongpen, à quelques 140 km de Kara, dans un paysage à perte de vue, un espace rizicole vert. De 200 hectares, elle passe à 900 grâce au projet d'agropole de Kara, dénommé ZAP d'excellence comme celle de Pia dans la Kouza et de Chikawa dans la Bina. Appui en labour, équipement en matériel agricole, engrais, semences, pesticides et accès au marché. Tout au plaisir des exploitants, dont une forte présence de femmes productrices. Si le projet prenait fin, la ZAP Pia va survivre. Moi qui vous parle particulièrement, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que même si le projet perd, je peux me prendre en charge en tout. C'est l'ANSAT qui nous a préfinancé avec les herbicides, même sacler le riz, ils ont fourni ça. Même la semence. Ils nous ont aussi aidé à faire le labour avec le tracteur. Eux-mêmes, ils ont amené des tracteurs en appui avec notre tracteur pour pouvoir faire le labour. Les petits enfants sont dans la famille. Bon, au moment qu'il n'y avait pas la ZAP, si ce que un enfant est tombé malade, comment faire pour gagner l'argent pour l'amener à l'hôpital, c'était difficile. Mais maintenant, je vois que ça a diminué, la pauvreté a diminué. Pour ça, je remercie le président de la République et son gouvernement. Pour mieux accompagner les producteurs dans leurs activités, 2 institutions ont été mises en place. L'Agence de transformation agricole ATA et la direction chargée de l'entrepreneuriat et du financement agricole DEFA. Les années passées, si vous venez ici pour voir ce bas-fond, il n'y avait rien. Mais compte tenu avec des appuis, le projet FSRP, c'est le service ATA, ils nous ont venus nous appuyer avec des bons intrants, surtout les semences certifiées qui étaient de bonne qualité. Ceux qui ne sont pas dans la ZAP même, ils ont mité un peu, eux-mêmes ils apprécient. Fruit des échanges directs entre le président de la République et les producteurs agricoles lors des forats régionaux dans les 5 régions du pays. 2 institutions pour améliorer leur production, les faire écouler grâce aux achats opérés par l'ANSAT et les agrégateurs. Également, les aider à devenir des entrepreneurs agricoles capables de maîtriser leurs comptes d'exploitation. Et déjà, des impacts. Chaque année, la SAT prend 100 tonnes, 50 tonnes, c'est maïs côté maïs. Des fois 150 tonnes, la SAT prend. Et puis il y a tout ça là. Parce qu'avant, qui connaît? Quelqu'un n'a pas considéré le producteur cultivateur. Mais maintenant, quand maintenant le président a considéré le producteur jusqu'à rester, appeler le producteur, rester face à face, parler, au moins quelque chose de 3 heures de temps, conseiller, échanger le producteur. Wallah, ça donne le courage pour que chacun n'a qu'à rentrer dans la ferme. Et tout ce qu'il a dit, il a fait. Dans le maïs, on a vu 150 tonnes, qui fait, nous sommes autour de 22 millions. Et coton,
76 tonnes qui fait aussi 22 millions. Bon, cette année, on a doublé aussi. Le prix qu'on peut réaliser, peut-être le tonnage, on a doublé. Nous sommes autour de 42 millions. Et le coton aussi, maintenant, je sais qu'on va doubler aussi, ça peut aller jusqu'à 42 millions. Quand on fait les champs là, c'est dedans qu'on donne les enfants à manger pour l'école, les déjeuners, les fournitures et leur écolage. Des résultats encourageants qui ne peuvent cacher l'appui des conseillers agricoles déployés dans tous les cantons du pays. Au-delà des réussites, d'autres défis à relever. Pour nous, c'est l'irrigation. Quand il y a l'irrigation, tout peut se faire et on peut voir ce qu'on cherche. Pour la campagne agricole en cours, 20 ZAP d'excellence pilotes sont accompagnés par l'ATA avec en prévision une duplication de ce type de soutien sur toute l'étendue du territoire. En plus des 20 ZAP d'excellence de l'ATA, 133 autres ZAP ont été également accompagnés. Cette vision de développement des ZAP, portée par le chef de l'État, ne peut se faire sans une politique de sécurisation des terres. Il est donc prévu la cartographie de 300 000 hectares de terres agricoles à l'horizon 2025, avec un processus devant aboutir à la délivrance de titres fonciers coutumiers. Déjà, l'opération qui a permis de cartographier 60 000 hectares de terres dans les régions des savanes et de la Kara sera poursuivie pour atteindre l'objectif des 300 000 hectares d'ici 2025. Sur la même période est prévu l'aménagement de 400 ZAP de 100 hectares en moyenne à raison d'une ZAP par canton. À ce jour, 220 ZAP sont aménagés sur le plan national, dont 69 dans les savanes, 75 dans la Kara, 18 dans la centrale, 17 dans les plateaux est, 16 dans les plateaux ouest, 25 dans la maritime, avec une superficie totale aménagée de 32 517,82 hectares pour environ 30 000 exploitants bénéficiaires, dont 10 000 femmes. Voilà ce qu'il faut noter sur les ZAP, un projet porté personnellement par le chef de l'État, Faure Eswazimna Nyasingbe. Lancement lentement mais sûrement, on tend vers l'harmonisation des offres de formation d'ingénieurs au sein de l'espace CEDEAO depuis 2018. Le processus est enclenché à travers le projet ACCIAO, entendez appropriation des standards internationaux pour la structuration des formations. 5 ans après, le projet se referme sur des notes de satisfaction dans les établissements bénéficiaires. Regardez. École polytechnique de Lomé, l'un des 6 établissements de formation d'ingénieurs bénéficiaires du projet ACCIAO en Afrique de l'Ouest. Le projet est exécuté au Togo, au Sénégal et dans 4 autres écoles polytechniques européennes dans le but de renforcer la qualité de la formation des ingénieurs, mais également pour atteindre les standards internationaux. 5 ans après, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Les conclusions pratiques, opérationnelles, c'est les relations avec les entreprises. Donc je pense que ça va dynamiser les stages et les interventions des professionnels dans les écoles d'ingénieurs. Donc ça c'est aussi bien au Togo qu'au Sénégal. Donc ça c'est déjà acquis. Le deuxième point important en cours d'acquisition, c'est la mobilité et l'internationalisation pour aider son établissement. Et le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est l'ouverture d'un partenariat très fort avec l'Université technologique de Troyes. C'est vraiment l'ancrage au sein de l'EPL, de nouveaux parcours novateurs, de vraiment ingénieurs et de l'entrepreneuriat avec une filière vraiment de l'étudiant entrepreneur, avec des mobilités très fortes, avec des accréditations sur lesquelles nous allons travailler effectivement pour faire de l'EPL et de l'Université de Lomé une université qui accueille aussi des étudiants en master et autres européens. Outre l'école polytechnique de Lomé, le projet ACCIAO a touché au Togo l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest UCAO et le CIB-INTA. Aujourd'hui, des programmes interuniversitaires sont définis pour rehausser le niveau de la formation. Les étudiants sont forgés en fonction des besoins du marché de l'emploi. Avant, nous avons défini des formations sans partir des entreprises. Aujourd'hui, avec ACCIAO, nous avons lancé des enquêtes et là, nous avons recueilli des données
qui nous montre qu'il faut former un ingénieur génie civil, génie mécanique, informaticien au Togo. Le projet a financé même l'équipement de nos labos à raison de 75 000 €. Donc ces équipements sont actuellement là, qui sont dans nos labos. Le projet se clôture sur une note de satisfaction parce que après ce projet, il y a un autre projet déjà qui est aussi en cours, qui est le projet Impact. Donc c'est à peu près une suite du projet ACCIAO. Le projet ACCIAO est cofinancé par l'Union européenne via son programme Erasmus+. Au-delà d'harmoniser la formation des ingénieurs, il insuffle également une nouvelle dynamique au partenariat entre les universités africaines et européennes. Rendons-nous à présent dans le canton de Bawou pour parler de la rentrée scolaire 2023-2024. Après 2 semaines de cours, quelques élèves nécessiteux du canton viennent d'être soulagés par les cadres du parti Union pour la République de la localité. Des fournitures scolaires leur sont remises. Certains établissements de la localité, par contre, sont dotés de matériel didactique et informatique pour mieux former les élèves. Nestor Mouzou. En ce début d'année scolaire, les cadres de Bawou dans la Kouza du parti UNIR manifestent leur soutien à l'égard des élèves issus des familles démunies. Ces élèves ont reçu de ces cadres le nécessaire pour aller à l'école. 300 élèves au primaire et 75 au premier et au second cycle du secondaire ont été touchés par cette action de générosité. Au début de chaque année, nous avons remarqué que certains élèves n'arrivant pas à se fournir du matériel scolaire finissaient par être découragés et abandonnés. On a décidé cette année d'attendre la première semaine et de rentrer en contact avec tous les directeurs de nos écoles pour qu'ils nous fournissent les noms de ces enfants-là qui n'ont pas pu acquérir du matériel scolaire. En cela, notre regard tourne toujours vers ce que fait le chef de l'État. Nous avons pensé qu'il fallait qu'on apporte notre petite contribution pour accompagner l'État. L'accompagnement ne s'est pas limité aux élèves nécessiteux. Il a concerné aussi les établissements scolaires de Bawou. Les 6 écoles primaires du milieu ont été dotées de matériel didactique et sportif. Le collège d'enseignement général et le lycée ont en plus de ce matériel obtenu du matériel informatique pour les soulager. Je remercie les généreux donateurs d'avoir pensé à nous en nous donnant ces kits scolaires. Nous promettons d'en faire bon usage. À chaque rentrée scolaire, il y a des difficultés que nous éprouvons par rapport au manque de matériel didactique et informatique. Et c'est ce que les cadres ont compris et ils ont voulu donc vraiment venir nous appuyer. Par rapport à cela, nous ne faisons que vraiment dire merci et merci mérité donc aux cadres du canton pour ce geste-là. Les cadres de UNIR Bawou ont saisi cette occasion pour animer une séance de sensibilisation. Ils ont entretenu les élèves sur l'assiduité à l'école, les grossesses précoces, les dangers liés à la consommation de l'alcool et des drogues et sur l'extrémisme violent. 15 individus présumés malfrats de moins dans notre pays, de nationalité togolaise et nigériane. Ils viennent d'être présentés à la presse par la direction centrale de la police judiciaire. Parmi eux, de simples voleurs, des voleurs à la roulotte et des cyber-escrocs. Regardez. Du 14 au 30 septembre 2023, la police nationale a mené plusieurs opérations ayant conduit à l'interpellation de 15 malfrats appartenant à des réseaux criminels. Le premier malfrat, dénommé Lodonou Kossi, 33 ans, togolais, opère de concert avec un certain Escroqui en fuite. Tous repris de justice, sont spécialisés dans le cambriolage de voitures en stationnement sans surveillance. Dans la journée du 19 au 23 août 2023, au quartier Edjiranawe, les 2 malfrats ont brisé la vitre d'une voiture et ont emporté des objets de valeur, parmi lesquels se trouvait un téléphone portable qu'ils ont revendu sur un marché noir allumé. Les recherches ont permis d'interpeller le 14 septembre 2023 le nommé Lodonou Kossi, qui a reconnu avoir opéré sur ce véhicule
en complicité avec le nommé escroquerie en fuite. Le deuxième malfrat, au nom de Ali Koumangou, est un voleur à l'étalage qui dérobe des tissus pagnes dans les boutiques. Il a été interpellé le 28 septembre 2023 suite à la publication d'une vidéo ayant fait le tour des réseaux sociaux. La police nationale a mené des investigations ayant conduit à son interpellation. Le dernier groupe est composé de 13 cybercriminels, tous de nationalité nigériane. Ils sont spécialisés dans l'arnaque au love chat. Ils ont été interpellés sur information le 30 septembre 2023 à la suite d'une descente policière dans 2 appartements à Lomé. La perquisition a permis à la police nationale de saisir 11 ordinateurs portatifs, 12 téléphones portables, 2 routeurs Wi-Fi, 24 joints de cannabis, ainsi que plusieurs cartes SIM. L'analyse et l'exploitation de ces supports numériques ont permis de découvrir que ces individus se livrent à des activités de cyber-escroquerie depuis leurs appartements. Pour ce faire, ils créent des comptes fictifs sur des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp et Instagram, avec des photos et vidéos de la vie quotidienne d'individus résidant en Europe, en Asie ou aux États-Unis. À l'aide de ces comptes fictifs, ils proposent des relations amoureuses aux femmes de divers horizons. Sur la base de ces relations, ils demandent de fortes sommes à leurs victimes en avançant des raisons de santé, des problèmes financiers et en leur proposant en contrepartie le partage d'un héritage fictif. Dès qu'ils encaissent les sous, ils rompent tout contact. Interrogés, ils ont reconnu les faits et ont déclaré qu'ils se livraient à ces activités depuis leur arrivée au Togo. Les investigations se poursuivent en vue d'interpeller les autres membres de ces différents réseaux criminels. Tous ces individus présumés auteurs et complices seront présentés par devant Monsieur le procureur de la République de Lomé pour répondre de leurs actes. C'est l'occasion pour la police nationale d'inviter la population non seulement à la prudence et à la vigilance, mais aussi à une franche collaboration afin que ces différents réseaux criminels qui troublent l'ordre soient démantelés. Des tirs de roquettes de la branche armée du Hamas palestinien ont frappé Israël hier depuis la bande de Gaza. Plus de 200 Israéliens sont tués. L'État israélien a repliqué en bombardant à son tour le territoire et les violences ont monté d'un cran entre les deux pays. Nous sommes en guerre, non pas dans le cadre d'une opération ou d'une ronde, mais en guerre. J'ai ordonné une vaste mobilisation des réservistes et que nous ripostions avec une ampleur que l'ennemi n'a jamais connue. L'ennemi paiera un prix sans précédent. Car l'attaque est sans précédent. 6h30 ce matin, les sirènes retentissent en plein Shabbat. Le sud d'Israël fait face à une pluie de roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Les tirs touchent plusieurs immeubles et bâtiments officiels. Le ministère israélien de la Santé fait état de nombreux morts et plusieurs centaines de blessés. Nous étions dans l'abri et nous avons entendu un bruit très fort. Tout a volé dans toutes les directions et les voitures ont pris feu. La stupeur et l'incompréhension, alors que le pays est doté d'un dispositif antimissile également destiné à empêcher l'infiltration des soldats du Hamas. Un nombre indéterminé d'entre eux y sont parvenus.
C'est inacceptable qu'il nous ait pris par surprise comme ça. Où sont les responsables de la sécurité? Comment ont-ils pu faire ça? Comment sont-ils entrés avec des véhicules en territoire israélien? À Sderot, des corps gisent au sol entre les carcasses de voitures incendiées. Dans les localités touchées, les blessés affluent aux urgences des hôpitaux. Je suis restée assise pendant 2h30 sur une pente, sans bouger. Mes jambes étaient pliées et là, j'arrive à peine à me lever et à marcher. Dans la capitale épargnée, les habitants se pressent pour donner leur sang. Les Israéliens découvrent l'ampleur de l'horreur sur les réseaux sociaux et à la télévision, tandis que l'armée ne fournit quasiment aucune information. C'est le coup le plus dur porté à Israël depuis les attentats suicides de la deuxième intifada il y a une vingtaine d'années. Fait rare, le Kogat réagit publiquement. Le Hamas a ouvert les portes de l'enfer dans la bande de Gaza. Le Hamas a pris cette décision, il en portera la responsabilité et paiera pour ses actes. Très vite, Israël a entamé sa riposte avec plusieurs raids aériens meurtriers menés dans la bande de Gaza. Le Togo, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, a fermement condamné cette attaque et a appelé les deux parties à régler leurs différends par le dialogue. L'élection présidentielle au Libéria, c'est dans 2 jours. L'on se souvient des victimes de la guerre civile des années 90-2000. Ils sont près de 25 000 à attendre toujours justice. 20 ans après, aucun responsable des atrocités n'a encore été jugé. Malaro et sa fille font partie des rares survivantes du massacre de Maher. Sur ce pont, il y a 20 ans, des centaines de civils sont exécutés par les troupes du président Charles Taylor. C'est juste ici qu'ils ont fusillé mon mari et mes fils. Ils leur ont tiré 3 fois, 4 fois dans le dos avant de les jeter dans la rivière, juste ici. Moi, ils m'ont planté 2 coups de poignard dans le dos et m'ont jeté par-dessus cette rambarde. Pendant plusieurs heures, Malaro est emportée le long de cette rivière. Elle survit en trouvant refuge dans cette forêt pendant 2 mois. En 2003, quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre civile, l'armée gouvernementale reprend Maher et soupçonne ses habitants de trahison. Un jour, la justice décidera de ce qu'elle voudra faire de ces criminels, mais ce sera trop tard. En une nuit, ils ont fait disparaître les êtres que j'aimais. 20 ans après la fin des guerres civiles, aucun criminel de guerre n'a été jugé dans le pays. C'est le cas du général Butnekid. Cet ancien bras droit de Charles Taylor est responsable de la mort d'au moins 20 000 personnes. Devenu pasteur, l'ancien combattant a fait de sa maison un centre de désintoxication. Je suis prêt. Je suis prêt à faire face à la justice, à être pendu s'il le faut. Je suis prêt, quoi qu'il arrive. C'est en 1996, à la fin de la Première Guerre civile, que cet ancien rebelle aurait rencontré le Christ sur la ligne de front. Il brillait tellement que je devais baisser les yeux par terre. Il m'a dit de me repentir. J'ai commencé à faire des sacrifices humains à l'âge de 11 ans, jusqu'à mes 25 ans. Pour emprunter le chemin de la rédemption, d'autres bourreaux s'en remettent à une justice traditionnelle, non reconnue par l'État, les Palava Hut. Sous ce préau, à Henrytown, ce bourreau s'apprête à retrouver l'une de ses victimes sous l'œil d'une communauté d'anciens. Cette femme accuse cet homme d'avoir brûlé sa maison pendant la guerre. L'homme reconnaît les faits et présente ses excuses selon la tradition Bassa. La rancœur s'apaise une fois ses poches d'eau avalées. Sur plusieurs millions de victimes, quelques centaines ont eu recours à cette justice. Les Palava Hut ne sont pas suffisants. Ce n'est pas assez pour apporter une paix durable. Le pays a besoin d'un tribunal des crimes de guerre pour juger les atrocités des criminels. À l'aube d'une élection présidentielle, cet appel à la justice reste un écho sans retour. La loi de
finances exercice 2023 a connu quelques modifications. C'était vendredi devant l'Assemblée nationale. Elle est désormais projetée à plus de 1975,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 0,9% par rapport à la loi de finances initiale. Pourquoi ce redressement? Les éléments de réponse avec Carmen Madiakapo. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, ne cesse de multiplier les initiatives pour relever les défis économiques, sociaux et sécuritaires auxquels est confronté le Togo. Sur ces instructions, le gouvernement a pris de nouvelles mesures en vue de répondre au choc inflationniste généralisé et de renforcer la résilience de l'économie nationale. La dernière en date, le collectif budgétaire adopté vendredi dernier. Cette loi de finances rectificative est projetée à 1975,5 milliards de francs CFA en charges et en ressources contre 1957,9 milliards dans la loi de finances initiale. Comme l'on doit s'y attendre, cette mesure traduit la nouvelle orientation de la politique économique et budgétaire du chef de l'État. L'ambition est de s'adapter à la conjoncture économique en vue de protéger davantage le pouvoir d'achat des ménages et de poursuivre la mise en œuvre des projets sociaux, notamment dans le domaine de la santé. À cet égard, une bonne part des économies dégagées ont été allouées aux dépenses sociales telles que la réhabilitation des centres hospitaliers universitaires CHU de Lomé et de Kara, l'implantation de centres de cancérologie et bien d'autres projets de soutien aux populations les plus vulnérables. Par ailleurs, les ajustements opérés permettront également de relever les défis sécuritaires auxquels fait face le Togo. À noter que ce collectif budgétaire est un ensemble de mesures qui permettent de modifier de manière significative en cours d'année les dispositions de la loi de finances initiale concernant notamment le plafond des dépenses du budget de l'État et des données généralisées de l'équilibre budgétaire. La semaine est marquée par la 8e édition d'Africa SM Forum. Les travaux se sont déroulés autour du thème « Consolider la croissance des petites et moyennes entreprises ». Ils se sont clôturés sur un certain nombre d'engagements pour améliorer l'environnement des PME sur le continent. Avec nous pour parler de ce forum, Didier Akwete, président de African Cert, la structure organisatrice de ce forum. Monsieur Didier Akwete, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, ce forum qui a duré 2 jours au Togo, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui a été fait au cours de ces 2 jours? Alors, merci d'abord de m'avoir invité sur le plateau. On peut retenir plusieurs éléments. D'abord, c'est qu'il y a un vrai besoin des PME togolaises et africaines en général d'accéder à un certain nombre de supports pour leur croissance. Et dans ces éléments de support, vous avez les éléments de financement, les éléments de renforcement de capacité, et puis les éléments d'accès à des nouveaux marchés pour grandir plus vite. Ensuite, vous savez qu'il y a eu quelques conventions qui ont été signées, je suppose qu'on en parlera tout à l'heure. Et donc, je pense que globalement, le forum a plutôt répondu, selon les déclarations des participants, à un certain nombre d'attentes. Quelles ont été les grandes conclusions de cette rencontre? Alors, première conclusion, c'est que les PME ont des besoins en financement et que le gouvernement, avec l'appui de certains bailleurs de fonds comme la BADEA, donc la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, devrait pouvoir apporter un support aux PME du Togo. Et deuxième conclusion, c'est qu'il y a une mobilisation très forte de tous les organes publics qui soutiennent les PME ou les entrepreneurs comme le FAEJ, le ministère de l'Emploi des Jeunes, le ministère du Commerce, qui se sont énormément mobilisés, le ministère des Finances par exemple, dont bien sûr le Premier ministre qui a la manœuvre pour permettre que toutes ces mesures deviennent réalité. Comment est-ce que la rencontre de Lomé va-t-elle contribuer à améliorer justement l'environnement des petites et moyennes entreprises sur le continent? Alors, probablement de plusieurs manières. Je pense que d'abord, il y a des instruments qui seront mis en place. Et c'est vrai, quand vous prenez les PME et les entreprises de manière générale, on voit bien qu'à un moment donné de leur croissance, elles ont des déficits en capitaux. Et donc ces capitaux, ce n'est pas la banque qui apporte ces capitaux, mais plutôt des fonds d'investissement. Donc il faut injecter du capital dans ces entreprises.
Et donc le gouvernement et les bailleurs de fonds qui participent de ce processus, comme la BOAD, comme le Fonds de garantie African Guarantee Fund, vont certainement mettre en place des instruments pour injecter du capital dans certaines de ces entreprises et certains de ces entrepreneurs vont pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement pour renforcer leur dispositif de croissance. Si ce forum est à sa 8e édition, cela veut dire que si les éditions précédentes n'ont pas connu de succès, vous n'aurez pas poursuivre. Est-ce qu'il y a des chiffres qui peuvent aujourd'hui nous parler? Alors globalement, après chaque édition, nous réalisons un sondage auprès des participants. Et il s'avère que dans les réponses, nous avons plus de 50% des PME qui participent qui nous indiquent qu'après le forum, elles ont réussi à connaître une croissance. Qu'elle soit lente, rapide ou très rapide, en tous les cas, le forum leur a permis de tirer les leçons ou de leurs limites en termes de croissance ou des problèmes qu'elles rencontraient. Donc, première réponse, oui, nous avons réussi à croître un peu plus vite après le forum. Entre 10 et 15% des PME nous indiquent qu'elles ont réussi à trouver un financement après le forum, ce qui est un chiffre plutôt encourageant. Et puis certaines disent qu'elles ont réussi à créer au moins entre 1 et 5 emplois, ce qui pour nous est très encourageant. C'est d'ailleurs pour ça que nous continuons effectivement d'organiser ce forum qui est tournant sur le continent et qui permet à des entreprises de plusieurs pays de se retrouver à chaque fois sur cette plateforme. Et d'ailleurs, cette année, à Lomé, nous avions des entreprises en provenance de plus de 30 pays du continent africain. Et donc, ça a permis aux entreprises togolaises de connecter à des entreprises du Kenya, du Cameroun, même du Zimbabwe, d'Afrique du Sud, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina. Donc, c'est plutôt encourageant. Et je pense que la 8e édition, selon les participants, aurait également rempli ses objectifs. Et voilà, vous en parlez tantôt. En marge de cette rencontre, la BADEA a signé 2 conventions de financement et d'assistance aux PME avec le gouvernement d'une part et avec Africa Guarantee Fund d'autre part. À quoi va servir ce financement et quelles sont les PME qui sont ciblées? Alors, les modalités de ce financement vont être déterminées et arrêtées maintenant avec le gouvernement. Le principe, c'est qu'il y a une ligne qui est disponible pour les PME. L'idée, elle est très simple, c'est que cette ligne de financement doit pouvoir en partie permettre probablement de constituer un capital pour injecter du financement dans certaines entreprises, dans certaines PME. Et je le rappelais en début d'émission, les PME ont besoin de capital long, à des coûts faibles, pour pouvoir faire leurs investissements. Donc, une partie, nous l'espérons, devrait permettre d'injecter du capital dans ces entreprises. Une deuxième partie doit pouvoir permettre de consolider la croissance de certaines de ces entreprises en leur fournissant de l'assistance technique. Et justement, dans le financement, il y a une ligne, une partie qui est sous forme de dons, sinon le gros c'est quand même de la dette, c'est vrai, c'est du concessionnel, donc c'est un taux très faible qui permet au gouvernement d'absorber plus facilement ses ressources, en tout cas en termes de remboursement. Donc deuxième niveau, il y a une ligne, une partie qui est faite sous forme de dons, qui doit permettre de faire du renforcement des capacités de ces entreprises, donc des programmes d'appui du gouvernement qui va permettre à certaines de ces entreprises de bénéficier ou d'appui sous forme de lignes de financement pour leur organisation, d'analyse de marché, d'études de marché ou de croissance vers des marchés extérieurs. Et puis une partie qui va venir en garantie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une deuxième convention qui a été signée avec African Guarantee Fund. Vous savez, les banques ont naturellement accompagnent bien sûr les PME, mais estiment que les PME sont quand même très risquées. Et donc l'idée, c'est de fournir une garantie aux banques qui prêtent à ces PME pour que les banques soient un peu plus confortables lorsqu'elles accompagnent ces PME. Et puis, enfin, en parlant des banques, une partie de ces financements pourra aller vers les banques qui, à leur tour, pourront financer les PME à travers donc, de la dette lorsque ces PME ont un peu de capital. Donc, c'est un petit peu tous ces éléments que le gouvernement, avec les bailleurs de fonds et les partenaires au développement, vont finaliser dans les prochaines semaines et vont pouvoir revenir vers les entreprises, le patronat, l'agence des PME, le FAIEG, le ministère de l'Emploi, le ministère du Commerce. Donc tous ces acteurs vont se mettre autour de la table avec la BADEA et probablement nous-mêmes qui allons participer à ces discussions pour arriver à déterminer comment articuler ces financements au profit des PME. Est-ce qu'il y a déjà des PME togolaises qui sont identifiées pour justement bénéficier de ce financement? Alors à ce stade, non.
Cependant, une organisation comme le FAEJ ou le patronat, l'agence nationale, le Conseil national du patronat, à travers les PME, ont déjà une liste d'entreprises qui nous avaient déjà été proposées d'ailleurs, que nous avons invitées au forum, puisque ces entreprises sont identifiées, sont répertoriées, seront probablement dans la liste, mais je suppose qu'il y aura un guichet ouvert aux PME qui pourront bénéficier de cet accompagnement et que tout se fera dans la transparence avec, on l'espère, des tableaux de bord qui seront publics, qui seront mis en ligne, sur Internet, sur un site, pour que tout le monde puisse y accéder, regarder les entreprises qui bénéficient de ces financements, les montants qui ont été alloués, pour que tout puisse se faire dans la transparence. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Merci beaucoup Didier à côté. Vous êtes président Afrique Serge. Quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est le temps des entrepreneurs, c'est le temps de l'Afrique, c'est le temps des PME de l'Afrique et du Togo. Et je crois que nous sommes à une sorte de tournant économique. Allons-y, c'est le temps de l'Afrique. Merci beaucoup à vous d'être passé dans notre journal. Merci, monsieur. Merci. Et nous sommes toujours dans la semaine internationale du service client. Du moins, elle va se clôturer ce dimanche à minuit. Le groupe Sunu Group célèbre donc l'événement pour la toute première fois. Courtoisie, rapidité dans l'opération et la compromis, ce sont des critères définis pour justement permettre aux clients de se prononcer sur l'institution en vue de son amélioration. Karine Olalo. Ce matin, dans les filiales du groupe Sunu, les prestations dépassent l'attente des clients. Madame Pascaline reçoit un accueil chaleureux. Après ces opérations, Pascaline se dirige vers ce buffet. Elle se sert du thé et des petits gâteaux produits localement. Après une petite détente, elle peut vaquer à ses occupations. Ce matin, j'ai trouvé que l'ambiance n'est pas d'ordinaire. C'est comme s'il y a une cérémonie quand même qui veut se dérouler ou bien qui se déroule actuellement. Donc ça a changé quand même le décor de l'espace de la banque ici. Je suis bien accueillie. Tout juste derrière l'agent de sécurité, il y avait une belle table dressée avec des amuse-gueules, des gadgets, l'eau et quelques jus du café. On m'a approché, on m'a proposé de prendre quelques amuse-gueules. Donc j'étais agréablement surpris et c'était intéressant. Donc on m'a offert quelques gadgets et quelques amuse-gueules. C'est sympa. Merci à Sunu. Le groupe Sunu commémore ainsi la journée internationale du service client. Célébrée dans la première semaine du mois d'octobre, cette journée est l'occasion pour le groupe Sunu de recueillir auprès de sa clientèle les avis sur ses prestations. C'est l'occasion pour nous de rappeler notre engagement fort vis-à-vis du client, parce que l'une de nos valeurs, et c'est la principale valeur, c'est le client au centre de tout. Pour nous, l'engagement, c'est vraiment un engagement au quotidien. Donc la relation client, nous l'exprimons au quotidien, nous le véhiculons au quotidien. Et c'est cette manifestation qui nous donne l'occasion juste de l'exprimer. Sur tous les services et tous les parcours que nos clients sont amenés à faire ici à Sunu Bank, on veut justement leur rappeler que c'est important pour nous. Nous sommes à l'écoute de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent. Et nous sommes prêts justement à capitaliser sur leur retour d'expérience pour améliorer les services. La Semaine internationale du service client est à sa première célébration chez Sunu. L'institution compte perpétuer la tradition. Le groupe Sunu offre au Togo des prestations en assurance et en banque. Comment fonctionne la centrale hydroélectrique de Nangbeto? Eh bien, la question mérite d'être posée puisqu'il n'est pas rare d'assister à des lâchers d'eau entraînant parfois des inondations. Le processus est expliqué aux communautés riveraines du fleuve Mono. Pourquoi faire? Sylvain Abdou. Des représentants des collectivités riveraines du fleuve Mono, notamment du Bénin et du Togo, à l'écoute des premiers responsables de la centrale hydroélectrique de Nangbeto. C'est une séance de travail pour leur expliquer le fonctionnement de la centrale inaugurée par le Togo et le Bénin en 1988. Avec les différents mouvements intervenus ces dernières années, surtout avec les problèmes liés au phénomène du changement climatique, il est impérieux de leur faire comprendre le système
apporter des éclaircissements aux riverains qui vivent le désagrément du fleuve à cause du débordement du lac. Il peut arriver que l'eau des pluies, la quantité soit beaucoup plus élevée que la capacité de stockage d'un barrage. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que l'eau va passer au-dessus du barrage. Mais si on laisse l'eau passer au-dessus du barrage, c'est tout le barrage qui va partir. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, le barrage de Anié a reçu beaucoup d'eau et les exploitants ont dû ouvrir les vannes à leur niveau. Et nous avons reçu 1800 mètres cubes d'eau par seconde qui sont arrivés à Nangbeto. Alors ça, en quelques heures, vous risquez de faire partir le barrage. Donc nous avons été obligés nous-mêmes d'ouvrir aussi un peu plus nos vannes pour laisser passer une partie. En aval de Nangbeto, il y a plusieurs fleuves qui s'ajoutent au lâcher d'eau de Nangbeto et qui peuvent inonder la population. Aujourd'hui, la population est arrivée à comprendre que depuis le 23 août, nous sommes en train de laisser passer de l'eau. Pourtant, ils ne sont pas inondés parce que les autres fleuves en aval ne sont pas en crue. Et nous voulons qu'ensemble, on puisse réfléchir pour trouver des résiliences aux inondations. L'assise, c'est donc pour réfléchir afin de trouver des mécanismes, c'est-à-dire au lieu que ces eaux soient une source de menace, pour qu'elles soient plutôt transformées en opportunités. Notre idée est de voir comment ensemble nous pouvons arriver à transformer ces menaces-là en opportunités. Et ce travail ne peut pas être fait uniquement par la CEB. Donc c'est pour ça que la CEB a décidé de réunir un parterre de professionnels, de collectivités, de chercheurs pour qu'ensemble nous puissions nous plancher sur cette question. D'où également cette visite pour s'enquérir du fonctionnement des différentes installations, une visite guidée pour permettre aux populations de toucher du doigt la réalité. Ceci pour mieux poser leurs préoccupations. Les populations estiment qu'il est urgent de chercher soit à agrandir le barrage de Nangbeto pour une plus forte rétention, une capacité de rétention plus élevée, ou même augmenter la capacité de production pour qu'on produise plus d'électricité avec les eaux que nous recevons. L'objectif du barrage, c'est de fournir de l'électricité, mais aussi permettre à la population de faire l'agriculture et la pisciculture. Ces deux aspects ne sont pas surtout mis en valeur, d'où cette idée afin de trouver des voies et moyens pour que les eaux stockées soient bien gérées pour qu'elles ne soient pas source de menaces. C'est l'heure des actualités vues sur le net. Je suis avec Dodo Aré. Dodo, bonjour. Bonjour Ekoé. Il est annoncé des perturbations électriques à Lomé dans la fourniture de l'électricité cette semaine. Et déjà, ça commence avec les cash power. Effectivement, Ekoé, j'ai lu l'article sur le portail officiel de la République togolaise et l'article dit que la fourniture du courant électrique connaîtra des interruptions dans certains quartiers et périphéries de Lomé cette semaine de jeudi à dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui. Et la raison évoquée par la compagnie Énergie électrique du Togo, CET, c'est qu'il y a des travaux de maintenance sur les ouvrages électriques. Ces interruptions ne sont rien d'autre que des coupures dans des zones bien ciblées. Et comme vous l'avez dit, ce que je n'ai pas compris, c'est cette histoire de cash power qui ne marche pas depuis hier jusqu'à maintenant. Et nous espérons que cela va se rétablir de sitôt pour éviter des désastres. Nous le souhaitons vivement. Et la 5e campagne de distribution des moustiquaires imprégnés a démarré au Togo hier. Et ça se poursuit jusqu'au 18. Oui, ce sont plus de 6,5 millions de moustiquaires à imprégnation durable qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire. Et comme Ekoé, tu l'as dit, la distribution a commencé depuis hier et va prendre fin le 18 octobre prochain. Ces moustiquaires sont acquises par l'État togolais grâce à l'appui de ses partenaires pour réduire le nombre de décès liés au paludisme. C'est la 5e fois que le Togo met à la disposition des ménages ces moustiquaires. Et d'ailleurs, les indicateurs liés au paludisme sont à la baisse d'après les récents chiffres qui ont été publiés. On va s'intéresser à présent à cette innovation dans l'année scolaire. Les élèves auront cette année des congés détente. C'est une première. Une première, vraiment, le tout premier congé de détente commence le 27 octobre prochain et ce pour 9 jours selon le nouveau découpage de l'année scolaire. Les élèves auront au total 4 congés dont 2 nommés de détente
et les 2 autres habituels que nous connaissons, les congés de Noël et de Pâques. Et cette décision ne concerne pas que les établissements publics. Les établissements privés et confessionnels sont appelés à respecter scrupuleusement ce découpage au titre de l'année scolaire en cours. Et puis, les apprenants en formation chez les maîtres artisans et les professionnels ne sont pas concernés. Dodo, tu nous fais découvrir à présent la seconde vie du sorabi, cette boisson traditionnelle togolaise. Oui, cette boisson, les artisans, les producteurs veulent redonner vie à cette boisson. Ils ont décidé de se mettre en entreprise et de la promouvoir. Merci beaucoup Dodo d'être passé dans ce journal pour nous donner les informations vues sur le net. À la prochaine. À la prochaine. Devenu une réalité pour Toutouvi. Aujourd'hui, patron de sa propre entreprise, tout a démarré pour l'artiste il y a une trentaine d'années avec 0 francs. Aujourd'hui, il a des apprentis et vit pleinement de son métier. Découverte avec Maukwa Hianon et Isaka Aruna. Toutouvi de son nom, artiste de son état, nous ouvre les portes de son atelier. Toutouvi est à la fois un artiste plasticien et un sérigraphe. Pour lui, l'art est bien plus qu'une simple occupation, c'est une passion qui l'anime depuis sa plus tendre enfance. Dès le bas âge, j'ai commencé par dessiner. On voyait, en ce moment, il y avait un livre qu'on appelait Fatih Orumi. On dessinait Orumi, on dessinait Fatih. Jusqu'en classe de 6e, et je me suis fait remarquer par un professeur d'anglais. En ce moment, j'ai écrit tous les livres d'anglais et les dessins. Avec une grande dévotion, il manie son pinceau, mêlant sur la toile une palette de couleurs, du vernis, des marqueurs et de l'encre, donnant ainsi naissance à une inspiration qui se matérialise en une variété de créations, notamment les tableaux, des portraits et des œuvres d'art abstrait. Une autre facette de son talent, l'impression sur des t-shirts, grâce à une presse à chaud. Au début, j'ai commencé par faire des dessins et puis des dessins sur les maillots des camarades des murs. Et j'ai commencé comme ça. Jusqu'en 87, j'ai ouvert un atelier à Ontien. Dans son atelier, il est entouré d'apprentis à qui il transmet son précieux savoir-faire. Cependant, cet endroit ne se limite pas à la formation. On y rencontre aussi des clients. Akovi et Guy sont venus passer leurs commandes. J'ai vu sa plaque au niveau de son atelier et j'ai pris son numéro. Je suis venue, je l'ai essayé avec des choses. Bon, j'ai vu qu'il a tout fait correctement, tout est bon. Je suis venue ici pour faire des commandes de la plaque de mon atelier. De passer par ici, j'ai vu que souvent il fait de très bonnes choses. Je suis venu tout pour commander parce que je vais mettre devant un bureau. Ce couple est un habitué des lieux. Il vient se procurer une toile, un tableau qui raconte une histoire d'amour. J'ai vu quelques tableaux qui m'ont intéressé la fois dernière et je suis venu voir si je peux trouver un tableau pour le décor de mon domicile. Un tableau qui nous a bien expliqué, il y a une dame et un monsieur qui se sont fait dos à dos parce qu'il y a un petit problème, mais la couleur rouge qui continue par signifier qu'il y a toujours l'amour, mais que c'est un petit problème qui les a séparés et qu'ils vont toujours se réconcilier. Et ça a intéressé madame, donc je l'ai pris. Toutouvi a consacré une grande partie de sa vie à son art et il considère l'art comme le centre de son existence. Comme l'a si bien dit Théophile Gautier, tout passe. L'art robuste seul a l'éternité. Le bus survit à la cité. Pour Toutouvi, les défis à relever gravitent autour de son art et il y trouve sa propre éternité. On en parlait tout à l'heure, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que depuis ce matin, les abonnés connaissent des difficultés pour effectuer les achats de crédits d'électricité prépayés à ses guichets de caisse et auprès de ses partenaires de téléphonie mobile utilisant les services de paiement électrique
T-Money et Flows. Cette situation est due à une panne survenue au niveau de son système informatique, rendant ainsi indisponible le service d'achat de crédit d'électricité prépayé. La CET rassure son aimable clientèle que ses équipes techniques sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses sincères excuses à son aimable clientèle pour le désagrément et la remercie pour la bonne compréhension. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à votre chaîne, notre chaîne, la télévision togolaise. Bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir.